brève histoire de cette décentralisation que nous avons été très nombreux à applaudir dans les années. Je dis que nous avons été très nombreux dans les années passées, et je dis même nous, franchement, dans les années passées, alors que tous les ingrédients étaient déjà posés à partir au moins minimum de 82 avec les lois. Voilà. Juste un point, ici l'Aquitaine est la première euro-région. Absolument. On a signé entre l'Aquitaine et l'Espagne. Et l'Espagne. Voilà. Donc on est un laboratoire ici. Absolument. Et Lille. Lille euro-régionalisée d'une manière. Il y a même une chaîne de télé euro-région dans le Nord. Est-ce qu'on pourrait avoir un comparatif entre le projet actuel de régionalisation et le projet que voulait faire De Gaulle? Non? Ça t'intéresse? Non. Enfin, moi, je suis pas capable. C'est pas que ça n'a pas d'intérêt. Je suis pas capable. Là, je suis incapable de le faire. Il faudrait travailler là-dessus. Il faut rechercher vraiment, parce que pour De Gaulle, ça remonte déjà à... Oui, mais quand même, le projet est déjà là. Parce que là, on parlait de régionalisation. C'était une autre... Mais c'est pareil. J'ai pas l'Europe en filigrane. C'est pareil. C'est complètement... Ça fait rien. Bon, on fait de tout bois. Ouais, on y va, et puis voilà, on essaye de... Quelle heure il est? Ça n'a... 9h10. Non, je veux dire, tout à l'heure, j'ai dit non, parce que c'est vrai que, bon, on a été un certain nombre à voir le projet arriver depuis longtemps. Une petite anecdote, je veux dire, moi j'ai été à TAC assez tôt, et puis il y avait un groupe de travail très intéressant qui s'appelait Territoire et mondialisation. Puis je m'étais aperçu que territoire, il y avait un S territoire. Alors je vous ai dit, territoire, mais c'est quoi les territoires? Où on va là? Et donc du coup, je ne suis pas rentrée dans le groupe de travail parce que ça me semblait louche. Puis après, une fois que j'ai vu qu'il y avait notamment Michel de Seine, on a discuté, puis avec d'autres, du coup je suis rentrée dans le groupe. Mais déjà, le mot territoire au pluriel, parce que là, aujourd'hui, tout le monde utilise l'expression au pluriel. Voilà, alors moi, je veux dire, dans mon petit travail que je fais toute seule dans mon coin, je veux dire, j'ai écrit du territoire au territoire au pluriel, et à côté j'ai écrit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce qu'on nous a raconté effectivement que la décentralisation, c'était pour rapprocher les lieux de décision des citoyens. Mais à chaque fois qu'on a décentralisé, on a recentralisé au niveau supérieur. Les communes, les communautés de communes, après les métropoles, les régions, maintenant c'est l'euro-région. Bon, alors c'est vrai que le projet il est fédéraliste, mais au service de quoi? Bon, voilà, hein. Je veux dire, les fédéralistes, ils ont un projet en tête, mais même avant la guerre, forcément. Voilà, et puis après, dans les années 38-39, on a Monsieur Hayek, qui est un grand économiste ultra-libéral, hein, et qui dit, ben voilà, ce qui serait bien, c'est que l'Europe devienne une fédération, de façon à ce que les nations ne puissent plus avoir, les gouvernements ne puissent plus avoir le pouvoir d'interférer dans l'économie. Voilà. Et les fédéralistes et les différents gouvernements ont réussi petit à petit à créer les euro-régions, et on y va. Et c'est vrai que là, quand on dit on va pas s'en sortir, moi ma question c'est qu'une fois que la nation française aura perdu les frontières, une fois que les régions auront récupéré toutes les compétences, parce qu'elles en absorbent de plus en plus, hein, l'école, le logement, le social, la santé, les ARS, voilà. Je veux dire, parce qu'au fur et à mesure qu'on a décentralisé, hein, et recentralisé, on a aussi accompagné avec des mesures structurelles. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des territoires avec des lois différentes. Bon. Alors, c'est très drôle parce que depuis 1789,
jusqu'à peu près 84, hein, les gens au gouvernement s'arrangent pour créer une république centralisée. Voilà, avec des départements. Bon. Et puis, à peu près jusqu'en 84, ça fonctionne comme ça, hein, on est dans une république centralisée de 1884 hein, à la Deuxième Guerre. Et puis, à partir de 44, 46, 47, les fédéralistes qui s'étaient mis d'accord avant la guerre œuvrent. Alors, ils œuvrent pas forcément tout de suite au gouvernement, mais ils œuvrent dans la société civile. Ils s'attaquent, alors ils composent des groupes, et ils s'attaquent à la Bretagne. Les premiers, c'est la Bretagne, voilà. Alors ils vont voir, les conseillers municipaux, mais ils vont voir aussi les paysans, ils vont voir aussi les chefs d'entreprise, hein, et après, voilà, en même temps, on a un petit bouquin, là, c'est très intéressant, sorti en 1947, et qui s'appelle « Paris et le désert français ». Et vraiment, cette date-là et cette sortie de ce bouquin, je veux dire, c'est vraiment le départ de la marche inexorable jusqu'à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire l'Europe des régions. Mais si on dit l'Europe des régions, il faut penser tout de suite la fin du gouvernement. C'est-à-dire on est dans la recherche de la gouvernance, c'est-à-dire l'absence de gouvernement, dans la recherche de la gouvernance en permanence, quoi. Voilà, de façon totale. Alors, par exemple, j'ai noté, bon, il y a quelques chiffres. Par exemple, les mots, c'est pas n'importe quoi. En 1965, on a la première fois le concept, le développement local. Bon, développement local. Mais là aussi, c'est bien le développement local. C'est vrai qu'après la guerre, il fallait reconstruire le territoire. Mais en fait, je veux dire, c'est ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, à l'occasion de la remontée sur pied du territoire, les fédéralistes sont rentrés là-dedans pour faire comprendre aux citoyens et surtout aux chefs d'entreprise, petits et grands, que leurs intérêts, c'était le développement local, local. Alors, bon, je veux dire, il y a plein de dates. Je veux dire, par exemple, le 15 juillet, le 22 octobre 1976, par exemple, remise du rapport Guichard, vivre ensemble à Giscard d'Estaing. Mais avant, le 27 avril 1969, on a l'échec du gouvernement, du référendum. Je veux dire, De Gaulle propose un référendum sur la régionalisation, parce que déjà, les régions étaient là, la poussée des chefs d'entreprise, et bien sûr, les Français comprennent que les régions, c'est le retour aux provinces, aux anciennes provinces, donc à l'ancien régime. Hein, il y a quand même des images fortes. Et les Français disent non, bien sûr. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, la DATAR, par exemple, la direction de l'aménagement du territoire, je veux dire, moi j'ai regardé, les différents, ceux qui ont dirigé la DATAR, ils sont à 90% fédéralistes, par exemple. Hein, donc, quelle que soit la décision, mais maintenant on est habitué, hein, puisqu'en 2005, le référendum, quelles que soient les décisions prises ou le référendum, les fédéralistes sont là et œuvrent dans les territoires. Voilà, c'est ça qui était extraordinaire. Donc après, on a
on a deux actes importants. On a donc l'arrivée des socialistes en 81, et donc l'acte 1, c'est la décentralisation. Création des communautés de communes, les compétences des communes passent progressivement au niveau supérieur à la communauté de communes, et une fois qu'ils sont passés à la communauté de communes, ça revient jamais en arrière. Il y a un effet de cliquet, si bien que petit à petit, les communes sont vidées de leurs compétences. Bon, alors, le premier acte de la décentralisation, c'est un acte de type institutionnel. Voilà. Alors, je veux dire, c'est la loi... C'est la création des régions. Et la création des régions. Le gouvernement Mitterrand. Et là, on va rentrer dans l'opérationnalité de tout ce qui était préparé en amont, idéologiquement, etc., dans les années d'avant, dont vient de parler Daniel. Là, on passe à l'acte. Et c'est la gauche qui mène cette décentralisation, c'est le gouvernement de Mitterrand, et automatiquement, chacun a une oreille favorable. En tout cas, majoritairement dans le pays, les gens sont favorables parce que cette décentralisation se fait au nom de la démocratie et de la proximité, et personne ne peut aller douter, d'une certaine manière, de la sincérité de ce gouvernement socialo-communiste de l'époque qui a la confiance à cette époque-là de en tout cas d'une grande partie des classes populaires, des classes moyennes, etc. Et ça constitue une sorte de fondement, c'est-à-dire que tout ce qui va se produire après, en matière de décentralisation, va s'appuyer sur ces lois-là, c'est-à-dire va faire référence à ces lois-là, de décentralisation. Là aussi, il n'y aura pas de retour en arrière. Et hier, ça a été dit, et ça sera dit aussi dans d'autres séances, eh bien, c'est la même période à laquelle s'organise le fameux tournant de la rigueur du gouvernement Mitterrand, et voilà, et c'est-à-dire où il commence très clairement à mettre le genou à terre et à prêter allégeance à l'Union européenne. Il n'y a donc pas de hasard dans cette naissance des lois de décentralisation. C'est le début opérationnel de la mise en conformité qui va être parachevée par à nouveau un gouvernement dit socialiste et dit de gauche, c'est-à-dire par celui de Hollande. Et donc, je veux dire, l'acte 2, lui, il n'est pas institutionnel, puisque ça y est, c'est mis en place, communauté de communes, région, et l'acte 2, il est constitutionnel. C'est-à-dire, le 17 mars 2003, le Parlement réuni en congrès à Versailles adopte le projet de loi constitutionnelle relative donc à l'organisation décentralisée de la République. La décentralisation, là, est inscrite dans la Constitution. Il n'y a pas eu de référendum, là. C'est le Congrès à Versailles, c'est-à-dire le Parlement plus le Sénat. Et donc, à partir de là, alors les socialistes ont essayé de déposer des amendements, ont essayé de se défendre, mais en fait ils ont utilisé les mauvais chevaux de bataille, et de toute façon, je veux dire, la forme de la République est décentralisée. Voilà. Ça c'est 2003. Et puis, je veux dire, l'acte 3, voilà, c'est l'année dernière. Et je dis toujours qu'il n'y aura pas, ça sera une tragédie à 3 actes. Il n'y aura pas d'acte 4. C'est ça qu'on voit arriver, parce que c'est ça que je disais, au fur et à mesure que le gouvernement
lâche ses compétences aux régions, quelle que soit la grosseur des régions, il y a des réformes structurelles. Pour la santé, là, Marisol Touraine a fait un discours, il faut aller le regarder, écoutez, le 15 octobre là, de cette année, sur la réforme de la santé, et alors, bien sûr, le pivot, c'est l'ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé. Voilà. Et alors là, il faut aller voir parce que là, ça va encore être une bombe, quoi, ce truc-là. Bon. Alors, il y a ça, il y a l'école aussi. Il y a l'école. Hier, on a parlé du statut des fonctionnaires de 1950 qui a explosé là. Et là, il a été éjecté par la loi Hamon-Peillon là le 21 août de cette année. Donc, avec ce statut qui explose, je veux dire, on a aussi, on va avoir des programmes en fonction des régions. C'est-à-dire que, donc, l'éducation, la santé. Je vous rappelle aussi que les transports, le TER, transport, express régional, je veux dire, je pense que dans l'ensemble, les citoyens n'ont pas vu arriver tout ça en même temps, parce que c'était, comment dire, on le présentait comme un progrès. Hein, voilà, c'est ça qui était extraordinaire. Alors, je vais juste incruster une petite chose, ce sera plus simple. Puisque tu parles du statut des fonctionnaires, en fait là tu parles du statut des fonctionnaires de l'éducation nationale, mais il faut savoir que c'est la même ministre, Mrs. Lebranchu, qui est en charge de la fonction publique et des réformes territoriales. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce qu'en tant que ministre de la fonction publique, elle s'intéresse à quoi? Au statut des fonctionnaires, au salaire des fonctionnaires, à l'organisation des fonctionnaires. Elle est la référente gouvernementale de l'employeur public des fonctionnaires. Et il se trouve que Marie-Lise Lebranchu, non seulement a déposé les projets de l'acte 3 de la décentralisation, dont on verra maintenant qu'en fait c'est les métropoles, les régions, et les régions c'est à travers un projet de loi qui s'appelle la loi NOTRe, dont on parlera tout à l'heure, parce que tout ça change de nom pour mieux nous organiser de la confusion. Mais surtout, Madame Lebranchu a déposé depuis le 17 juillet 2013, 2014, un projet de loi qui est relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Ce projet de loi a été déposé le 17 juillet 2013 à la présidence de l'Assemblée nationale. Il n'a pas été encore examiné. Pourquoi? Parce que c'est une bombe. Derrière ce texte, il s'agit ni plus ni moins du statut des fonctionnaires. Derrière la déontologie, le machin, etc. C'est-à-dire que c'est en réalité un texte de loi sur la mobilité des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la suite des lois Sarkozy qui ont été adoptées et qui prévoyaient, vous vous en souvenez sans doute, ça avait fait, il y avait un article qui faisait hurler tout le monde, c'est-à-dire la possibilité de licencier un fonctionnaire, c'est-à-dire de liquider le statut du fonctionnaire, puisque si un de ses services dans lequel il était employé était fermé, eh bien, il fallait qu'il prenne un emploi qu'on lui indique, même si ce n'était pas dans sa région, loin de chez lui, et au bout de 3, et qu'il aurait refusé, eh bien, il était purement et simplement licencié. C'est-à-dire que là, on faisait entrer le loup dans la bergerie, c'est-à-dire qu'en fait, les fonctionnaires perdaient purement et simplement leur statut. Ce que alors, cet article-là a été abrogé, de la loi Sarkozy, par le gouvernement de Hollande, mais tout le reste a été maintenu. C'est-à-dire la loi sur la mobilité des fonctionnaires de Sarkozy, adoptée en 2009, n'a pas été abrogée par le gouvernement
dit socialiste. Mais plus encore, il n'est pas mis en œuvre parce que le gouvernement socialiste ne peut pas se mettre les fonctionnaires, les syndicats fonctionnaires à dos encore plus qu'il ne les a, parce que pour faire passer ces réformes territoriales, il a besoin de la mise en application de la loi sur la mobilité des fonctionnaires. Donc le Grand CHU a présenté un nouveau projet de loi qui est très bien emballé, c'est-à-dire en fait, il y a 3/4 du machin, c'est sur la mobilité choisie, l'évolution des carrières, on est passé de je ne sais plus combien de corps de métier, plus de 1500 à 350, etc. Et sont prévus évidemment un certain nombre de dispositions qui vont permettre que, donc si cette loi est approuvée, bien entendu, qu'un fonctionnaire, en fait, puisse être envoyé dans une fonction publique qui n'est pas de son corps de départ, ni de métier, ni de statut. C'est-à-dire que l'idée est de faire un statut global pour tout le monde, hein, les fonctionnaires, alors évidemment pas par le haut, vous imaginez, et parce que la réforme territoriale, c'est quoi? C'est une réduction, en fait, d'un certain nombre de postes, évidemment, de fonctionnaires. Et c'est une nouvelle répartition. Mais comment faire pour envoyer quelqu'un qui travaille, qui est fonctionnaire d'État, comment faire pour l'envoyer dans dans la fonction publique territoriale ou inversement, etc. Eh bien, il faut que la mobilité soit intégrée au statut des fonctionnaires et que cette mobilité, elle ne puisse pas être contestée. Donc, la loi mobilité de Le Grand CHU, qui s'appelle pompeusement déontologie et droits et obligations des fonctionnaires, est la pierre angulaire de la réforme territoriale. Elle est donc, je le dis dans les caméras, dans la main des syndicats de fonctionnaires aujourd'hui. Pourquoi? Les syndicats de fonctionnaires ont obtenu le report de l'examen de cette loi. Ils l'ont obtenu il y a quelques mois parce qu'il y a les élections des syndicats. Et que donc, à l'issue des élections, eh bien, le texte arrivera. Parce que Madame Le Grand CHU attend qu'au mois de janvier 2015, elle obtienne l'accord des syndicats sur la mobilité. Et elle va l'obtenir sans aucun doute, hélas, sous le prétexte qu'il y aura de la mobilité choisie. C'est-à-dire que, ah ben moi j'étais là-dedans et j'ai choisi d'aller ailleurs. Eh bien, c'est merveilleux, je sais. Mais voilà, tout ça va être emballé de cette manière-là. Il faut savoir que là, il y a une grande méfiance de la base des fonctionnaires et des syndiqués qui sont en désaccord avec leur direction syndicale, à tel point que la CGT, FSU et d'autres avaient commencé à vouloir organiser le 18 novembre une manifestation à Paris devant l'Assemblée nationale, je crois, pour revendiquer la mobilité choisie. Et que, oui, et que évidemment, ça n'est pas passé comme une lettre à la poste, et que pour le moment, ils ferment leur gueule, résumons-nous, parce qu'ils ne sont pas suivis ni par les syndiqués, ni par les responsables syndicaux au niveau départemental, machin, etc. Mais ils vont obtenir la signature. Ils vont l'obtenir, il faut le savoir. Et que là, la question, elle est cruciale. C'est-à-dire que si les syndicats, les directions syndicales signent, les lois vont... Non, on attend leur signature. Le gouvernement attend l'accord pour pouvoir traiter ensuite la loi au niveau de l'Assemblée, du Sénat, etc. Si les directions syndicales signent, elles seront les complices
de la mise en œuvre des réformes territoriales et notamment de ce qui va se produire sur la question des départements et des régions. Voilà. Ça c'est absolument clé à comprendre aujourd'hui. Donc il faut le dire, il faut interroger des organisations syndicales là-dessus. Il faut leur dire qu'ils sont là un maillon de la résistance possible. Et on ne doit pas attendre de la résistance des élus, des partis politiques, etc. Aujourd'hui, on pourrait l'espérer de la part des organisations syndicales. Vous trouverez la loi, bon. je vous parle, le projet de loi sur déontologie et droits et obligations des fonctionnaires. Vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, donc vous trouverez ce projet de loi, donc 17 juillet 2013. Et vous trouverez aussi l'autre, portant sur la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, au moins les choses sont claires. Et ça a été enregistré à la présidence du Sénat le 18 juin 2014. Nouvelle organisation territoriale de la République. Et je vous conseille de lire le préambule de Marie-Lise Lebranchu, sortez vos mouchoirs, c'est magnifique. C'est magnifique. Et après, bon. Trois petites choses. Tout à l'heure... Michel, attends, je suis pas trop bon. Tu dis les syndicats proposent contre l'obligation de projet. Lebranchu propose la mobilité choisie. Madame Lebranchu, dans son texte sur la déontologie, les droits et obligations des fonctionnaires, pour faire passer ce qui est en réalité une loi sur la mobilité des fonctionnaires, la justifie, c'est extrêmement bien foutu, hein, c'est une loi à la socialiste, d'emballe, un truc génial, et l'emballage est autour de la mobilité choisie. C'est-à-dire que ça prévoit d'une manière simplifiée la possibilité pour les fonctionnaires de choisir leur administration, leurs vœux, etc. En réalité, sous ce prétexte, en fait, tu as une couche de chocolat au-dessus, là, et à l'intérieur, c'est moisi tout pourri. Et il se trouve que les syndicats vont sans doute signer ça. Parce qu'ils n'espèrent plus de grandes améliorations et ils sauvent les meubles. Bon, et puis il y a des raisons internes, enfin bref, peu importe les raisons. Merci. Voilà. Il y a des moments où il faut le dire les choses. Oui, ouais, merci. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis qu'ils peuvent être un rempart. En ne signant pas, ils foutent le grain de sable dans tout ce qui suit, et notamment sur les réformes territoriales, c'est-à-dire la création des régions, la suppression des départements, etc. Pas de loi de mobilité, pas de transfert. On ne pourra pas, entre guillemets, nourrir les métropoles de fonctionnaires. Les métropoles n'existent pas jusqu'alors. Donc, quels fonctionnaires vont travailler dans les métropoles? Ceux qu'on va pouvoir délocaliser. Hein, c'est-à-dire qu'on va enlever d'une administration pour aller les mettre ailleurs. Mais il faut que ça aille vite, les amis, parce que les métropoles, c'est dès 2015. Donc déjà, ils sont dans la merde. Ils ne peuvent pas mettre de fonctionnaires. Donc, il faut aller vite. Derrière les régions, c'est pareil. Ça va absorber les effectifs des fonctionnaires. Tout ça, ce sera évidemment au détriment et des départements, et évidemment, au bout du compte, des communes. Pas de loi de mobilité, pas de réforme. L'avocat du diable, la mobilité des fonctionnaires, elle est bien vue chez certains fonctionnaires. Parce que dans la fonction publique, les avancements, l'environnement de travail devient tellement détestable qu'il y en a beaucoup qui souhaitent changer à n'importe quel prix. Voilà. À n'importe quel prix. Donc, l'ouverture d'une administration vers une autre, c'est bien vu. Donc,
Moi, je sais, j'ai déjà un peu parlé, malheureusement, je suis complètement ignorante sur ce sujet dont on va parler aujourd'hui, mais j'en ai déjà parlé autour de moi, et la décentralisation est extrêmement bien vue dans le public qui ne cherche pas à en savoir plus, parce que, premièrement, elle met un frein à l'aura parisienne, et sous la centralisation, elle a été très mal vue pendant un certain temps, parce que tout était pour Paris. En Bretagne, c'est particulièrement criant. Absolument. On disait la Bretagne, c'est les arriérés, on est bon qu'à faire de l'agriculture industrielle, et puis on n'a pas les routes, on n'a pas les transports, on n'a pas les écoles, etc. À Nantes, mais il ne reste que de la métropole nantaise, d'où la difficulté, enfin dans les manifs, ça a été criant à propos de Notre-Dame-des-Landes, les Nantais voulaient cet aéroport parce que ça faisait un équipement qui présente vraiment une aura en plus, métropolisation, et puis en plus, les petites communes, les toutes petites communes, elles ont des maires qui sont mais tellement... Oui, je n'ai pas d'autres termes que, en fait, compte, le regroupement des communes avec chapeauté par autre chose, c'est aussi bien vu. Donc c'est très difficile d'expliquer les risques de la loi de décentralisation. C'est pas forcément bien. C'est pour ça que quand je dis l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est tout à fait juste, quoi. C'est ça qui est... Moi, je veux dire, je voulais ajouter 3 choses, là. Premièrement, tout à l'heure et hier, on parlait du statut des fonctionnaires de 1950 qui a été pour les enseignants. Pour les enseignants. Il faut savoir qu'au mois de mars, il y a eu un comité technique paritaire, etc. Et la FSU aurait pu bloquer, résister pendant un certain temps. Ils se sont abstenus. Moi, j'ai la rage au ventre. Moi, j'ai été syndiquée toute ma vie au SNES, parce que j'étais enseignante, au SNES, puis après à la FSU. La FSU nous a, là, à propos du statut des fonctionnaires, nous a planté un poignard dans le dos. Je veux dire, bon, autre chose, par exemple, l'année dernière, alors, on va parler de l'Alsace, parce que j'ai le temps de parler de l'Alsace. Attends, avant de parler de l'Alsace, non, bien sûr, on va le faire. Simplement, s'il y avait d'autres questions là, pour pas qu'on groupe... voilà. Donc, pour les fonctionnaires, il y a déjà aussi quelque chose qui se passe depuis des années, c'est qu'on remplace des fonctionnaires par des vacataires et par des contractuels. Voilà. Oui. Et les gens-là sont paillables et corvéables à merci, et donc ils vont assurer la décentralisation jusqu'à ce que les fonctionnaires acceptent de bien vouloir bouger. Ah, il y a déjà des années. Oui, c'est ça. Un petit témoignage, moi je travaille dans une ancienne administration devenue établissement public, puis société anonyme, et qui aujourd'hui est une grande multinationale cotée en bourse, c'est Orange, France Télécom. Et donc je suis fonctionnaire d'État, employé par cette multinationale, société anonyme. Et donc à un moment donné, c'est devenu tellement intenable que là aussi, il y a eu une opération mobilité fonction publique. C'est-à-dire fonctionnaire d'État, aller essayer de vous recaser ailleurs, dans la territoriale ou dans la fonction publique d'État, dans ces deux versants-là, en particulier de la fonction publique. Et ça a été vécu comme un petit peu une bouée de sauvetage pour certains collègues, qui effectivement sont entrés dans cette mutation d'un nouveau type, cette mobilité, mais c'est extrêmement dangereux, quoi. C'est vraiment... quand on pourrit bien les conditions de travail et les conditions d'exercice des missions, effectivement, après tout est possible, quoi. C'est ce qui s'est passé en tout cas. Moi, je voudrais juste apporter un témoignage. Je travaille dans la fonction publique dans le Conseil général en région Haute-Savoie, et donc je suis le témoin de ce qui se passe à la métro de Lyon, puisqu'elle va voir le jour au 1er janvier 2015. Je pars trop doucement. Et donc les grandes manœuvres ont commencé il y a plus d'1 an, et ce que tu dis, on attend la signature de la loi par les syndicats pour qu'elle fasse effet. Je veux dire, ça fait longtemps que les transferts ont lieu et que les grandes manœuvres vont se dérouler sans attendre quelque signature que ce soit. Donc c'est extrêmement violent, les décisions sont prises, on ne sait pas comment, les réorganisations sont faites sans consulter personne,
Et je veux dire, la base, et ben, elle n'a qu'à dire oui à ce qui se passe. Sinon, elle est mise de côté. Quand je disais qu'il faut besoin de la loi mobilité, c'est pas pour œuvrer, comme tu dis par exemple là où tu es, c'est parce qu'ils vont eux être obligés d'intervenir massivement, très vite. C'est-à-dire que il va falloir à un moment donné, avec la création des régions, hein, il y a déjà la création des métropoles, et avec la création des super régions, hein, c'est-à-dire la réorganisation, c'est la création de super régions étendues, etc. Et là, les transferts doivent aller vite. Et donc, il faut avoir les moyens de les organiser vite. Et ce ne seront plus des grandes manœuvres qui sont faites, j'allais dire, pas à la bonne franquette, mais en fait, il va y avoir un mercato des fonctionnaires. Ça, on le disait déjà l'année dernière, c'est-à-dire l'organisation d'un marché de vente, comme pour les footballeurs, où je t'échange, j'en ai besoin de 10 avec tel profil, va demander le président du conseil régional, et puis le département va lui dire, bon écoute, ben oui, je peux t'en fourguer 8, la ville de machin va dire, c'est comme ça, c'est prévu, alors évidemment pas avec ces mots-là, j'exagère, hein, ne croyez pas que j'ai du mépris pour les fonctionnaires, bien au contraire, mais c'est comme ça que ça va se produire, mais il faut pouvoir imposer. Et il se trouve dans la loi de Machinat, là, de Le Branchu, qu'il y a un article, qui s'appelle l'article 43, qui concerne les fonctionnaires de la défense et les ouvriers d'État. Il se trouve que un certain nombre de services sont transformés, tu le disais tout à l'heure, en établissements EP, je sais plus quoi. Voilà, les épiques. Il y a les épiques, mais là, il y a le EP, je sais plus quoi, c'est dit là. Le PEC, alors ça reste un établissement vraiment public. Mais il se trouve qu'il y a des services qui sont carrément transférés, repris, hein, par le privé, c'est-à-dire comme ça. Jusqu'à l'heure, tu viens d'expliquer, ceux qui étaient fonctionnaires restaient, hein, France Télécom, ceux qui avaient le statut de fonctionnaire, quand il y a eu création d'Orange, ils restaient avec leur statut de fonctionnaire, même s'ils étaient inscrits ensuite, comme tu disais, à partir. Maintenant, non. S'il y a une reprise par le privé, la personne, le fonctionnaire, évidemment, est repris par l'organisme privé, mais il va perdre son statut. Il va perdre son statut. Et ça, c'est prévu par la loi de Madame Le Branchu. Comment juridiquement on peut faire ça? Parce que c'est un licenciement. Oui, on ne peut pas licencier un fonctionnaire. Mais si, c'est prévu dans la loi C'est de parce mobilisation. Donc ils vont introduire... le transfert du personnel se fait, mais comme le statut de l'employeur change, il y a une perte du statut. C'est ça l'enjeu de la loi mobilité. C'est-à-dire c'est de se débarrasser des fonctionnaires qui ont maintenu leur statut alors même que leur employeur a changé. Donc, ni plus ni connu, je t'embrouille. Et si il n'accepte pas, eh bien il est mis à disposition. C'est-à-dire qu'il est foutu. Et il y a un congé sans solde d'office. Ça, c'est dans la loi de mobilité. Mais c'est dans la loi relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires. Lisez ce texte de loi, il est formidable. Mais c'est caché, évidemment, après des grands machins, donc il faut se tuer les yeux, les neurones, etc. Tout le jeu est là. Parce qu'il y a un double mouvement. Il y a évidemment, il faut pouvoir dispatcher les fonctionnaires autrement, évidemment. Et là, il y a une anticipation sur la question de la fonction publique hospitalière, puisque ces transferts vont être à travers les 3 versions de la fonction publique, y compris l'hospitalière. Donc, vous voyez ce qui se prépare. Discours du 15 octobre. Mais, en même temps,
il y a la difficulté de se débarrasser d'un certain nombre de fonctionnaires qui sont transférés quand il y a une privatisation, entre guillemets, des services publics. Pourquoi? Parce que toi, cher camarade, tu gardes ton statut, donc tu continues à être payé par qui? Moi, je suis payé par la société anonyme Orange. Oui. Et tu cotises à quelle caisse de retraite? Et à celle des... Non, là, on reste... Eh bien, voilà, la réponse est là. Mais, la retraite des fonctionnaires sera assurée par l'État pour ce camarade. Voilà. Ouais. Voilà. Or, et une soulte avait été versée dans la privatisation. Voilà. Eh bien, il se trouve qu'il y a un lien entre les deux qu'on n'a pas le temps d'étudier là aujourd'hui. C'est que la question du paiement, enfin, de la dette, entre guillemets, concernant je vous ai mis entre guillemets, de ce que représente le volume financier de la retraite des fonctionnaires aujourd'hui, et pour à la fois l'Union européenne et le gouvernement français, un gros caillou, on va dire, un gros caillou dans le jardin. Et que plus ils vont pouvoir diminuer ce volume, et mieux, évidemment, ils vont se mieux porter. Donc, la question se situe aussi du côté des retraites. Hein. Donc, on a vraiment un truc à ricochet qu'il faut essayer de voir sur la décennie qui vient. C'est un peu... ça a l'air embrouillé tout ça, mais c'est le puzzle. Tout s'articule. Combien coûte un fonctionnaire? Il coûte son salaire, il coûte aussi sa retraite. Je n'ai pas dit que c'était vrai, hein, on se calme. Hein. D'accord. Dans l'esprit libéral, c'est ça. Oui, mais c'est pareil. C'est une pension de retraite. Voilà. Ça n'empêche que, aujourd'hui, tout ça est dans le collimateur. Et que donc, quand l'Union européenne écrit le 2 juin 2014 au gouvernement français dans sa lettre de recommandation, après que la France soit passée devant le Conseil de classe de la Commission européenne pour savoir si est-ce qu'elle a bien travaillé et quels efforts elle doit consentir dans les mois à venir. Qu'écrit la Commission européenne? Intensifier les efforts visant à obtenir des gains d'efficacité dans tous les sous-secteurs des administrations publiques, y compris par une redéfinition, le cas échéant, du périmètre d'intervention de l'État. En particulier, à prendre des mesures pour réduire, comme prévu, l'augmentation des dépenses en matière de sécurité sociale à partir de 2015, de façon sensible, en fixant des objectifs plus ambitieux pour les dépenses annuelles de santé, virgule, en limitant le coût des retraites et en rationalisant les allocations familiales et les aides au logement, virgule, à fixer un calendrier clair pour le processus de décentralisation en cours et à prendre des mesures préliminaires d'ici à décembre 2014 en vue d'éliminer les doublons administratifs, virgule, de faciliter les fusions entre les collectivités locales et de préciser les responsabilités de chacun des échelons des collectivités locales. Il y en a plus longtemps. À fixer un plafond pour l'augmentation annuelle des recettes fiscales des collectivités locales, tout en réduisant, comme prévu, les dotations octroyées par l'État. À prendre des mesures pour, au-delà de la nécessité de réaliser des économies à court terme, contrer l'augmentation prévue des dépenses publiques dans le secteur des soins de santé à moyen et long terme, y compris dans le domaine pharmaceutique, et à prendre des mesures supplémentaires en temps utile et en fonction des nécessités pour ramener durablement le système des retraites à l'équilibre d'ici à 2020 en se concentrant tout particulièrement sur les régimes spéciaux existants.
Telle est la feuille de route de l'Union européenne envoyée au gouvernement le 2 juin 2014. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître derrière? Les allocations familiales, la question qui revient, qu'il faudra revenir sur la question des retraites, parce que, etc., et évidemment, l'accélération des réformes territoriales. Je vous disais que c'était le 2 juin. Dans les jours qui ont suivi, je le dis dans les jours qui ont suivi, on n'a pas le temps de vous les faire si vous voulez, le gouvernement de Hollande a déposé de nouveaux projets de loi, et notamment, en parallèle des réformes territoriales, sur la modernisation de l'État, qui se joue en parallèle, et ce qui a été décidé par décret il y a quelques semaines, c'est la création des maisons d'État. Il y a donc, d'une part, les maisons d'État qui vont naître, et d'autre part, la maison des services au public qui vont naître, les maisons de services au public organisant des partenariats publics-privés, c'est-à-dire dans des espaces communs qui peuvent être gérés par du privé. Et d'autre part, des maisons d'État dont on peut se dire, waouh, c'est super les maisons d'État, parce que le citoyen, là, c'est les maisons d'État, ça va être l'État. Hein. Dedans, on aura la préfecture et autres services, on passera la porte et machin. Mais il faut savoir que dans ce décret, eh bien, il y a une passerelle avec les maisons de service au public. Ce qui veut dire que peut-être demain matin, les maisons d'État, nous les verrons dans les centres commerciaux, par exemple. Pourquoi pas? Et elles seront construites par qui? Par Monsieur Louis et compagnie, comme ça se produit déjà pour les hôpitaux, c'est-à-dire où les prisons, où l'investissement, effectivement, n'est pas fait par l'État au prétexte qu'il a plus de sous. Et il y a un bail à vie qui coûte la peau des fesses. Et dans les hôpitaux, quand on est dans un hôpital de ce genre-là, s'il y a une porte qui est cassée, il faut faire appel au constructeur pour qu'ils viennent changer la porte, même si ça met 3 semaines, et qu'ils facturent, bien évidemment. Et donc, il y a toute cette articulation qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que c'est une véritable mise à mort qui est programmée, qui est indiquée, qui est écrite, qui est publique, Donc, il faut le faire savoir. Et ça, il y a une responsabilité de la part de toutes les organisations à montrer que quand on désigne le gouvernement Hollande comme responsable de ce qui est en train de se passer, c'est vrai, mais pas seulement lui, il est aux ordres. Et il faut désigner ceux qui donnent les ordres. Parce que si on n'abat que celui qui fait le boulot, eh bien, on n'arrête pas le processus. Il faut liquider ceux qui donnent les ordres. Et ceux qui donnent les ordres, aujourd'hui, explicitement, c'est l'Union européenne. On le disait l'année dernière, on le disait il y a 2 ans, etc. On ne cesse de le dire. Et personne ne veut mettre ça en face de la tronche de. Quel journal que tu as? Ça, c'est un journal dans lequel j'écris, mais je pourrais passer le. Voilà, j'aimerais justement ce que tu as lu, excuse-moi peut-être ne devrais-je pas le faire, je ne suis pas au PEP, mais je suis à Attaque, je suis au fond de gauche, enfin je suis un peu partout. C'est pour ça que je suis là. Pour dire que bon, vous n'êtes pas tout seul et nous non plus. L'union fait la force et je suis pour qu'on s'unisse. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Ça devrait être mis en tract, que tu as lu, et diffusé, parce que les gens ne se rendent pas compte. Souvent on diffuse des tracts qui n'ont pas vraiment grand intérêt. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça devrait être mis en tract et diffusé par toutes les organisations, parce qu'il y a une urgence sur ces choses-là. Il y a une vraie urgence. Et là, je pense qu'on tient quelque chose et il faut s'appuyer là-dessus. D'accord, on va le faire. Oui, alors, on peut l'expliquer, on peut dire. Donc, le projet de loi est-il prévu de passer de la mobilité choisie à la mobilité forcée? La mobilité choisie, ça ne veut strictement rien dire, puisque aujourd'hui, un fonctionnaire qui peut changer, il peut le demander. Il y a tout un processus, il peut le demander, etc. En fait, la mobilité choisie, mais ce n'est qu'un la simplification
de la mobilité choisie, c'est effectivement... il n'y a plus d'obstacle à organiser cela parce qu'il y a une volonté d'organiser de la mobilité non choisie. Et que donc nous entrons dans l'échange entre l'employeur et l'employé. J'utilise volontairement ces termes-là parce que nous allons vers cela et non plus vers un fonctionnaire avec des droits et des devoirs, etc. Et donc il y a un deal. Il y a un deal qui se produit, un échange, excusez-moi, je dis à mon anglais. Il y a un échange, et pourquoi je dis un deal? Parce que c'est un truc de... C'est les affaires, etc. Et comme comme tu disais Claire, il y a effectivement des fonctionnaires qui le voient d'un bon oeil en se disant ça c'est super. Ça va être justement bien montrer des... Mais en réalité, oui, mais si on leur met justement la réalité sous le nez, la mobilité ne va pas être automatiquement choisie. In fine, c'est l'employeur qui décide. Donc, de toute façon, il n'y aura pas une liberté de déplacement du fonctionnaire. Et surtout, ce qui risque de se produire, c'est un truc à minima. C'est-à-dire que un fonctionnaire de l'État envoyé dans la territoriale, eh bien, c'est pas les mêmes conditions de salaire. Voilà. Il faut quand même le savoir. C'est pas la même protection sociale complémentaire. Enfin bon, il y a toute une série. Bon, j'arrête parce que...